30 ans qu'il nous a quittés, un départ subi et brutal. Il avait 44 ans, pianiste, auteur, compositeur. Il aurait eu 74 ans le 28 novembre prochain. La vie en a décidé autrement, malheureusement. Il s'en est allé dormir dans son paradis blanc, un artiste de génie. Ses chansons ont traversé le temps, les frontières et nos cœurs, bien évidemment. Aujourd'hui, au passage des artistes, je vous propose quelques mots d'amour à partager avec celui qui fut son attaché de presse, son manager et également son ami. On en parlera d'ailleurs avec Grégoire Collard. Bonjour Grégoire. Bonjour Josia. Est-ce que la présentation vous semble correcte ? Il y a déjà une erreur. Ah, alors dites-moi. Il est parti dans son paradis blanc. Ouais. Alors ça, c'est une idée commune Ouais. qui est passée dans le langage commun. Quand on perd quelqu'un, ben voilà, par exemple, Elisabeth d'Angleterre, elle est partie au paradis blanc avec les baleines et tout ça. C'est pas possible. Bien évidemment. Non, lui, il avait envie d'espace. Il avait envie de De s'éloigner. nature également. De nature, il avait envie de s'éloigner d'une façon générale de la France, des villes et tout ça. Il avait besoin de respirer. Il avait aimé des films comme Paris, Texas, et puis aussi Le Grand Bleu. Il avait besoin, voilà, du monde qui reste, qui devrait rester comme il a été conçu. Et il avait déjà conscience que le monde pouvait être en danger, notamment avec ces baleines dont il parle dans la chanson et dont on entendait éventuellement le cri, sauf que c'était fait avec des synthétiseurs, parce qu'aller enregistrer des baleines, mettre un micro sur leur museau, c'est pas facile. Et donc c'est passé dans le langage commun, et pourquoi pas. Nous évoquons bien évidemment, parce qu'on ne l'a pas encore dit, Michel Berger, dont vous étiez également l'ami, parce qu'on parle beaucoup de vous en tant qu'attaché de presse, en tant que manager également, parce que vous avez travaillé avec une multitude d'artistes. Michel Berger, est-ce qu'il avait quelque chose en plus pour vous ? Alors, moi j'étais quelqu'un de très compliqué à l'époque. J'étais attaché de presse, indépendant. C'est-à-dire que personne ne pouvait me donner des ordres. Donc des maisons de disques m'appelaient en me disant « Ah, on va sortir un disque super. » Forcément, les maisons de disques ne vont pas dire que c'est nul. « Est-ce que ça vous intéresserait? Venez nous voir. » Alors j'y allais, j'écoutais, puis je disais « Moi, je sais pas trop. » Alors par contre, ça, ah bon, vous y croyez? Nous, on n'y croit pas. Alors je dis « Pourquoi vous l'avez signé ?» On ne sait jamais, mais puis c'est parce qu'on a des contrats avec les producteurs, mais on ne le sent pas. Et vous avez des exemples d'ailleurs sur ça? Et vous allez en vendre 1 million. Ouais. Ah oui, j'ai des exemples. Mais Michel Berger, pour moi, je ne le connaissais pas vraiment. J'avais écouté un titre ou deux. Et puis j'avais trouvé ça merveilleux. Alors qu'en fait, dans mon goût précis, personnel, je n'aimais que les disques américains et les disques de jazz, Ray Charles, Ella Fitzgerald et tout ça. Donc j'étais bien loin de la variété française. Mais quand même, j'avais écouté, donc entendu un ou deux titres de Michel, j'avais dit, ça c'est pas mal. Et puis, voilà-t-il pas, comme disait Michel, voilà-t-il pas, qu'un jour il va voir André Torrent de RTL, qui était un grand Manitou de la radio, et il lui dit, écoute André, c'est comme ça marche pas très bien pour moi, mes disques ne passent pas justement en radio et tout ça. Et André Torrent lui dit, moi je peux rien faire, tu comprends, ce sont les programmateurs. Non mais justement, est-ce que tu connais quelqu'un, un attaché de presse, est-ce qu'il y en a un qui aime ce que je fais? Et André Torrent lui dit, oui j'en connais un, mais qui ça? Il est épouvantable, il est snob, il est prétentieux, Oui. il n'aime que la musique américaine et le jazz. Et Michel commence à ouvrir les yeux et il aime ce que tu fais. Donc je peux te donner son numéro, dit-il à Michel, et Michel m'appelle, sans me prévenir. Et là, je me dis, waouh, ça m'intéresse, j'y vais. Donc je vais chez Michel Berger et tout ça, et il me fait écouter un album qu'il a écrit pour France Gall, que je détestais à l'époque, avec ses petites chansons, voilà, les sucettes à l'année et tout ça, je trouvais ça, voilà. Et puis, mais quand même, il avait écrit déjà pour elle la déclaration, ça, je vais trouver ça pas mal, pas extraordinaire non plus, mais enfin, quand même, pas mal. Bref, il me fait écouter, il me dit, voilà, j'ai écrit un album pour France Gall, et je dis, je vais l'emmener chez moi, je vais l'écouter, puis je vous dirai ce que j'en pense. J'ai trouvé ça très intéressant,
Et donc j'ai dit oui. Et donc j'ai travaillé et j'ai obtenu, c'était pas trop difficile avec France Gall, des télévisions, des radios et tout ça, des passages. Donc ça commençait à marcher. Puis après il m'appelle et il me dit, il faudrait qu'on se revoie. Là il me tutoie. Alors je dis oui, d'accord. Je me dis, ça c'est bon. Eh ben oui. Il m'a dit, j'ai fait un album pour moi, donc j'aimerais que tu l'emmènes chez toi et que tu l'écoutes. Je dis non, c'est d'accord, j'ai rien écouté. Formidable. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et alors, il était comment, Michel Berger, quand on ne le connaissait pas encore? Est-ce qu'il avait ce côté un peu distant, un peu, ou alors tout de suite les choses se sont enfin, vous deux, vous vous êtes rapprochés, ou est-ce qu'il a fallu du temps? Parce que c'est vrai que Michel Berger, on a l'impression, en tout cas quand on ne le connaît pas, à travers ses chansons, il y a une espèce de pudeur en lui, il y a quelque chose qui fait qu'il y a toujours une espèce de distance. Est-ce que ça, votre premier rapport avec Michel Berger, ça a été comment C'était un peu compliqué, Ouais. parce que déjà, il avait absolument pas l'allure d'une star. Il était habillé à la va, comme je te pousse, avec des vieux pantalons en velours un peu élimés. Il avait de l'argent, c'est pas le problème. Voilà. Et puis des chemises un peu, et puis des gros pulls en laine tricotés par, je sais pas, une dame de Béziers, je ne sais Sa pas, grand-mère. j'ai rien contre Béziers. Et donc il n'avait pas d'allure. Ouais. Donc c'est important quand même d'avoir une allure. Alors bon, je le voyais chez lui, il avait le droit de s'habiller avec des gros pulls et un vieux pantalon. Mais il était complexé parce que déjà, il avait déjà commencé dans le métier en composant, en écrivant pour d'autres gens. Mais personne ne lui proposait de chanter parce que justement, on ne sentait pas cette faim, même en le voyant. C'est curieux ça. Il était trop rentré en lui-même. Et donc j'ai commencé à travailler donc, pour France Gall, l'album qui a très bien marché. Et puis, au bout de 3-4 ans, on était tous ensemble à Saint-Tropez, bon voilà. Et puis Michel me dit, il faudrait que je te parle. Ah, je me dis, en plein milieu des vacances, comme ça, à l'heure de l'apéritif, un ton un petit peu pincé. Et je dis, oula, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, bon, mes disques, ça marche pas bien. Pour France, tu as fait un travail formidable. Mais je vois pas pourquoi ça marche pas pour moi. Et il dit, bah moi, je le sais. Il dit, bah alors c'est quoi? Parce que tu ne fais pas des bonnes chansons pour toi. Tu ne te livres pas assez. Ah, c'est comme ça. Je ne fais pas des bonnes chansons pour moi. Non. Ok. Et cet été-là, il a fait des chansons pour lui. Et 6 mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, il faudrait que tu viennes en studio et tout ça, d'accord. Donc je vais écouter. Elle a un album avec 10 titres. Et puis là, il me dit, quelle chanson pour toi, d'après toi, puisque c'est ton métier, on doit sortir en premier pour lancer l'album. Alors je lui dis, ben oui, quelques mots d'amour. Ah bon? Tu trouves qu'elle est bien cette chanson? Ben oui. Je lui dis, ça c'est une chanson, elle va te suivre toute ta vie. Ce qui a été le cas Ça sera un standard, le public connaîtra les paroles. J'avais quand même de l'oreille, hein. Si j'avais un talent, c'était celui-là. Et il me dit, ben, moi je pensais à la groupie du pianiste. Ah, je lui dis, ah non. Ah non, 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 non. C'est vrai que c'est une chanson que vous n'aimez pas beaucoup, Grégoire Collard, cette Mais non, parce qu'il n'avait pas de succès, donc il n'avait pas beaucoup de succès, très peu. Il avait 2 fans, 2 groupies. Et vous? Et la groupie du pianiste, il est pianiste en plus. Donc c'était une chanson où il se dépeignait. Mais où il est, où elle est la star du piano. Et donc il n'était pas content, il m'a fait confiance, on a sorti quelques mots d'amour. Ça a marchoté à ce moment-là. Et puis après, il me dit, je t'appelle parce que j'ai quelque chose à te dire. Je me dis, ah, c'est mauvais signe ça, parce qu'il ne me parlait pas comme ça. Je dis, bah quoi? Eh ben, on va sortir la groupie du pianiste et tu vas t'en occuper. Je fais, ah bon, d'accord. Là, je n'avais pas le choix. 1 million d'albums. Et après, il me rappelle, il me dit, tu sais, plus jamais je demanderai ton avis pour sortir un premier 45 tours. Là, j'avais beau avoir une bonne oreille. Non, mais c'est vrai que c'était une chanson forte, ouais. Mais elle était prétentieuse et déjà les gens... Il fallait attendre peut-être un peu, voilà, pour la sortir. Oui, c'est ça. Parce qu'en tout cas, pour les programmateurs de radio qui savaient que Michel Berger, il ne le programmait pas beaucoup, de dire je suis une star et j'ai des groupies, c'était ridicule. Grégoire Collard, vous qui connaissiez Michel Berger et France Gall comme personne,
Alors ça, c'est un avis, vous me direz hein, si j'ai raison ou pas. Moi, j'ai l'impression que ce sont ces blessures qui ont fait un peu le génie de Michel Berger, notamment ses blessures avec son papa. Et vous en parlez d'ailleurs dans ce livre-là, Michel Berger, l'inoubliable. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bravo, c'est ça. C'est-à-dire que de son enfance à la fin de sa vie, il n'a pensé qu'à l'amour. Mais il a toujours pensé, parce qu'il en a eu des preuves, en tout cas dans sa vie, que l'amour, ça pouvait être traître venant de l'autre, que aussi bien son père qui avait quitté leur famille, il avait vu ses parents très amoureux, il était petit, il avait 7-8 ans, très amoureux. Bon, c'était la passion. Et puis, pour des raisons X, il n'y avait pas de maîtresse du côté du père. Il a dû subir une opération, il a perdu un peu la notion des choses. Il a quitté la maison, il a dit « je m'en vais ». Et personne n'a compris. Et Michel avait perdu son père. Donc, c'était le premier indice dans sa vie. L'amour pouvait se terminer par une trahison et partir sans dire un mot. Il en a beaucoup voulu à son père, toute sa vie. Et puis, après, au cours de son enfance, il a perdu 2-3 amis, des copains qui sont suicidés, la mort encore. Il aimait bien avoir il n'était pas attiré par les garçons, mais il pouvait avoir des grandes amitiés et des amis que moi je connais encore maintenant et qui me parlent de lui. Et il commençait à faire de la musique aussi, à apprendre un petit peu du piano et tout ça. Et puis après, plus tard, il y a eu la mort de son frère, qu'il adorait. Donc là, j'ai cru. Il s'en est pas remis, d'ailleurs. Il a commencé à faire le tour du monde. D'abord tout seul, en se disant un peu journaliste pour Libération. Et là, il a découvert que le monde n'était pas celui qu'il imaginait dans son enfance bourgeoise. Il s'est agenouillé devant des enfants qui dormaient dans la rue la nuit, dans des pays vraiment archi défavorisés. Et puis donc son frère est mort. Puis après, il y a donc Véronique Sanson qui l'a quitté. Et d'une manière brutale également. Ah bah, d'une minute à l'autre. Parce que on parle de son départ prétextant un achat de clopes. Elle part pour les États-Unis d'une manière assez brusque. Alors on ne sait pas si c'est un mythe ou est-ce que ça a été. Michel avait peur. Ouais. Parce que lui, alors il n'aimait pas sortir, aller en boîte, danser. Même pas, j'ai jamais vu danser. Ni boire, ni pétard, ni rien. Ouais. Bon, il était sérieux, donc un petit peu ennuyeux, peut-être, dans l'esprit de Véronique Sanson, qui, elle, avait besoin de sortir, de faire la fête, d'aller voir ailleurs. On comprend ce qu'on veut quand je dis ça. Et donc, il avait commencé à écrire un album, et puis finalement, elle l'a quitté. Et cet album, c'est ce fameux album qui a un cœur brisé. Ça s'appelle le cœur brisé, d'ailleurs, avec des larmes qui sont peintes, qui montrent que le cœur peut pleurer ou saigner. Et donc, elle a participé quand même à cet album. Elle a fait des chœurs et tout ça. Et puis après, quand elle est partie, lui, il est resté seul dans le studio qu'il avait, où il y avait juste un piano, un frigidaire et un lit. Et il voulait se suicider. Il pensait à la mort. Sa famille, ses amis, voilà. Moi, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Le chagrin. Le chagrin. Ouais. Et encore une fois, comme son père, à lui, elle était partie. Donc, l'amour pouvait s'arrêter d'une minute à l'autre. Un sentiment d'abandon. Voilà. Et donc, il a commencé à écrire en pensant à elle. Il a toujours pensé à elle, pas qu'à elle. Par exemple, la chanson « Seras-tu là ?» Et elle lui a répondu un jour dans l'album Le Maudit, « Je serai là ». Vous savez quoi, Grégoire Collard, oui. On va proposer à nos auditeurs de s'écouter cette chanson que j'affectionne particulièrement. D'accord. Et puis on boit vos paroles. Alors lequel Seras-tu là ou je serai là Seras-tu là Seras-tu là et puis on revient avec plaisir vers vous. Parce qu'on boit vos paroles, hein, on a des anecdotes qu'on n'a jamais... Mais il faut me freiner, hein, parce que je peux parler pendant 3 heures. On a 30. Et quand nos regrets
viendront danser autour de nous, nous rendre fous. Seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu... Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre FM, au passage des artistes, et pour les 30 ans de la disparition de Michel Berger, nous avons l'honneur de recevoir Grégoire Collard, d'abord pour son livre, Michel Berger, l'Inoubliable. Merci. Voilà, un livre qui est écrit de manière brillante, je tenais à vous le dire. Waouh! Alors, Grégoire... Voilà une bonne lectrice. Objective, en plus. Je voulais vous lire un passage du livre que vous avez écrit avec Alain Morel. Oui, on dira qui c'est après. Oui. On en parlera d'ailleurs, on dira qui est ce journaliste. J'aimerais vous lire un passage. Allez. Et dites-moi à ce moment-là, parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment un passage qui résume toute la vie, toute la sensibilité de Michel Berger. Alors, dans le bouquin, vous dites souvent, quand il se croit seul avec son épouse, il parle de son père, bien évidemment, il l'enlace passionnément, l'appelant la femme de ma vie. Et puis, pour ses patients, pour le reste de sa famille, pour son travail, sa générosité éblouit. Mais montrer sa tendresse à ses enfants semble dépasser son entendement tout juste s'il ne trouve pas ça vulgaire. C'est très dur, et en même temps... Mais c'est très vrai, parce que moi j'ai connu toute la famille, dont le père que j'ai fini par voir moi un jour, parce qu'après il venait quelques fois à des concerts quand Michel le voulait bien, et puis Michel avait sa mère aussi, bon. Et donc, vous voyez les parents devant les enfants, alors ils s'embrassaient de temps en temps, il y a des gestes de tendresse, mais c'était un peu comme... c'est le moment d'en parler, comme la famille d'Angleterre, c'est-à-dire never explain, never complain. Et donc, l'intimité, c'était vulgaire de la montrer, ça se faisait pas. C'était par pudeur ou parce que vraiment, on pensait que c'était vulgaire? C'était les deux. Oui. C'était les deux. Et puis, la famille, au départ, elle était juive. Et dans les familles juives, on montre pas, les femmes ne montrent pas forcément l'attachement, l'amour et le désir devant les enfants. Et c'est dommage. Et c'est comme ça. Donc, il y avait quand même cette espèce de distance, malgré tout. Mais il sentait bien que ses parents s'aimaient. Et il n'a jamais oublié ça. Il a voulu retrouver... Il n'a jamais vraiment retrouvé son père. Mais à mon avis, il voulait... C'est la première fois que je dis ça, d'ailleurs. À mon avis, il voulait retrouver cet amour dont il avait pu profiter dans son enfance. Donc, il l'a pas eu avec Véronique, il l'a eu avec France, mais bon, on en parlera peut-être à la fin. Cet amour s'était un peu déstendu, mais ça arrive dans tous les couples. Et puis, en tout cas, Véronique, ça a été la même chose, puisqu'elle est partie du jour au lendemain. Mais il paraît qu'elle a beaucoup regretté ensuite. Elle a regretté de l'avoir fait comme ça. Mais bon, elle a quand même eu un mari et puis un enfant merveilleux. Mais quelque part, elle a toujours aimé Michel jusqu'à la fin. Ils se sont en tout cas beaucoup écrits par la chanson, d'ailleurs quelques mots d'amour. Alors je ne sais pas si je vais retrouver ma phrase, mais ça se disait un peu comme... D'ailleurs c'est lui qui le disait, vous me direz si c'est vrai ou pas. Enfin, je ne connais pas forcément par cœur. Parce qu'aucune musique au monde ne saura remplacer quelques mots d'amour. Et donc ils se sont écrits par chansons interposées pour se déclarer leur amour. Oui, Michel. Alors moi, c'était très gênant pour moi parce que moi, j'étais l'attaché de presse de Michel Berger pour ses albums, ses chansons, ses spectacles, mais aussi celui de sa femme, de France Gall. Et c'est Michel qui avait écrit les chansons, donc on était très liés. Sauf que, alors moi, j'allais chercher Michel Berger chez eux.
Donc France Gall m'embrassait, me disait bonjour, il y avait les enfants, il y avait les nounous, enfin une vie. Et il montait dans ma voiture, France éventuellement faisait au revoir par la fenêtre, et je claquais ma portière, et Michel me parlait de Véronique. Ouais, c'est fou. Alors qu'il y avait là la maison, la famille, sûr, France qui faisait la cuisine, elle adorait faire des tartes aux Donc, poireaux, il a- c'était son il a- truc. Il a toujours été, donc il est resté. Il n'a jamais... Ouais, Non, mais amoureux. c'est une douleur qu'il n'a jamais réussi à oublier, à réduire. C'était un amour détruit. Donc Et c'est... puis mort en plein vol, parce que c'est vrai qu'il y a Oui. une espèce de sentiment d'inachevé, puisque Véronique est partie, et il ne sait pas pourquoi. Ah ben c'était l'affolement, hein. Ils ont appelé, il a appelé les parents de Véronique et tout ça, qui n'étaient pas très au courant non plus. Ils ont quand même, eux aussi été inquiets, ils ont appelé Interpol quand même. Mais est-ce que Elle avait vous- disparu. Oui, mais c'est ça qui est complètement dingue, parce que quand on a envie de s'arrêter, on l'a tous vécu, cette rupture, on dit à l'autre. Là, elle le prétexte, donc je vais aller acheter des cigarettes, elle part et elle ne revient plus. Vous avez eu, vous, je ne sais pas, dans ce milieu, ça doit beaucoup parler, est-ce qu'elle donne une raison? Pourquoi ne pas avoir fait les choses simplement? Elle était, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était très rock'n'roll. Ouais. Elle aimait tous les excès, elle avait besoin de vivre, de s'éclater. Et avec Michel, je ne parle pas physiquement, mais je veux dire, c'était pas l'éclat avec lui. Il ne Oui. buvait pas, il fumait Oui, pas, il c'est ne clair. dansait pas, il faisait rien. Au piano tout le temps. Et donc, ils avaient éventuellement, quand ils habitaient ensemble, deux pianos, tête bêche comme ça, ils rivalisaient d'inspiration. Oh, moi je suis encore en train d'écrire une chanson, bah moi j'écris un concerto. Comment ça un concerto? Mais moi aussi je veux en écrire. Enfin bon, c'était comme ça, c'était mignon. Et Véronique, elle n'avait pas du tout envie d'être 24 heures sur 24 assise devant un piano. Donc, elle avait besoin de s'éclater, de faire sa vie. Et Michel, sa vie, c'était l'amour autour du piano, C'était un pantouflard de mais l'amour. avec le piano. Ouais, mais c'était un pantouflard de l'amour, lui, contrairement à Véronique Sanson. Hein, c'est drôle comme expression, pantouflard de l'amour. C'est un peu trop direct Oui. comme question. Non, c'est pas ça. Il était vraiment attiré par elle. Il était très fou d'elle, Ouais, mais vraiment. enfin, il avait un amour peut-être différent. En tout cas, il l'éprouvait autrement. En tout cas, voilà, c'était pas... Elle avait besoin de vivre, lui, Voilà. il avait besoin d'écrire. Voilà, C'est pas c'est une aussi question de simple. physique, en tout Ouais. cas. Il fallait qu'elle vive. Elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait. Grégoire Collard, Oui. on va parler de la chanson française parce que moi, ça me tient à cœur. Oula. Évidemment, on va parler de la chanson française et Michel Berger. Il y a eu, alors on raconte qu'il y a eu un avant et un après Berger. Qu'est-ce qui a fait que Michel Berger soit presque un mythe de la chanson française? Parce qu'avant qu'il arrive, et au moment où il est arrivé, c'était la mode des chansons en français qui étaient adaptées de tubes anglais. Sheila avait fait ça, par exemple. Hein. Et c'est très bien ce qu'elle a fait. Je ne veux pas commencer à dire du mal de qui que ce soit, parce que je ne pense pas. Mais en tout cas, c'était ça. On ne faisait pas vraiment de vraies chansons, ou alors des chansons un peu démodées. Mais la mode était de prendre des tubes américains, et c'était assez facile, et de mettre des paroles en français, et youpi, on y va. Et ça marchait. Et Michel, ça, c'était pas son truc. Lui, il avait besoin, comme toujours, de composer, de faire des chansons. Alors, il avait commencé à en faire, il avait des succès déjà, pas en tant que chanteur, en tant que compositeur. Il avait déjà fait vendre beaucoup de disques à des jeunes chanteurs, et même à Bourvil, c'est incroyable, qui était un comique de l'époque, et qui racontait des histoires, mais qui ne chantait pas normalement. Mais bon, salade de fruits, de choses comme ça, bon, c'est rigolo. Et donc, lui, il avait besoin, et comme il aimait le jazz et la musique américaine d'une façon générale, il fallait que ça sorte. Et les gnangnans trides, on va dire, si ça existe ce mot, en français, ça ne l'intéressait pas. Et c'est comme ça qu'il a été mal perçu quand lui a commencé à chanter, parce qu'il n'était pas rock'n'roll dans sa façon de chanter. Même si après il a chanté avec Johnny et tout ça, mais il s'est adapté aussi, il a évolué. Mais son premier titre, c'était quand même à 15 ans,
qui a été chouchou d'Europe 1, ce qui a été remarqué, c'était j'en ai marre des tasses de thé à la camomille. C'était pas très rock'n'roll quand même. Non, pas Donc vraiment. il était très sage de toutes les façons. Et après lui, donc il a imposé, on a fini par imposer son style, et ça a bouleversé tout le monde, parce que ça a permis d'ailleurs à d'autres auteurs ou compositeurs de faire des choses qui a l'air, je dis pas qu'il a inspiré tout le monde, mais c'est pas à ce point-là, mais ça a fait un virage, sa présence dans la musique française, un immense virage. Alors, Oui. si, alors, parce que vous le connaissez bien. Il y avait d'abord des rapports professionnels, mais également amicaux, parce qu'ils vous confiaient des choses, etc. Il aurait eu, je le disais tout à l'heure, 74 ans, le 28 novembre prochain. Il aurait pensé quoi de ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous Il aurait avait une dit? grande idée du monde, pas au départ, puisqu'il venait d'un milieu bourgeois et tout ça. Donc il allait dans une école très chic et très chère, et il avait un blazer bleu marine, une cravate club, un pantalon en flanelle grise et des mocassins chers, très chers. Bon. Et sa maman, il a commencé à 16 ou 18 ans dans une maison de disques en tant que directeur artistique. À 15 ans, il a commencé. Et sa maman lui apportait quand même son goûter. Ça prouve qu'il était vraiment dans son milieu, mais à fond. C'est incroyable, ça. Il a commencé à faire des pubs pour Orangina, Secouez-moi, Secouez-moi. Ça lui a payé une voiture de sport à 18 ans. Enfin bon. Donc, il avait aucune notion de la vie sociale et de la vie des Français. Aucune. Dans son milieu, c'est normal. Et puis, peu à peu, il a commencé à ouvrir les yeux. Il est allé aux États-Unis. Plein de fois, parce qu'il était fasciné par les États-Unis. Et puis quand ça commençait à marcher, il était fasciné aussi, notamment pour Starmania, par un enlèvement d'une jeune femme, une jeune femme richissime et tout ça. On parlait d'ailleurs de son petit ami. Voilà. Et donc, et qui était elle-même devenue terroriste après. Elle avait subi le Stockholm, je sais plus quoi de Stockholm. Et donc, elle était tombée amoureuse de son terroriste. Et Michel avait dit, c'est ça que je veux écrire. Ouais. Je veux écrire des choses où le monde commence à dégénérer. On a l'impression qu'il commence à dégénérer. Et il a voulu écrire ça, puis c'est pas ça qu'il a écrit, c'est Starmania, mais qui raconte un peu la même chose finalement. Et c'est comme ça que peu à peu, il est allé plus loin et qu'il a commencé à voyager aussi. Il a découvert donc la misère du monde, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, la chanson de Diego, les voix dans sa tête, enfin Babacar. Alors ça c'est plutôt France Gall qui a découvert ça et qui s'est impliqué dans des œuvres humanitaires, mais de plus en plus. Et parce qu'il s'est rendu compte, ça le soulageait, si on peut dire, de voir qu'il n'était pas le seul à souffrir de la dureté de la vie. Il avait de l'argent et tout ça, il pouvait manger, il n'y avait pas de souci. Mais de la dureté de la vie et de la violence, des terroristes, de tout. Et c'est ça qui l'a finalement inspiré. Et alors, est-ce qu'il aurait aimé ce monde aujourd'hui? En tout cas, le monde de la chanson. Est-ce qu'il l'aurait aimé ou pas vraiment? L'évolution de la chanson française aujourd'hui, Je crois que 30 ans après. Non, alors quand au moment où il est décédé, déjà depuis quelques mois ou 2-3 ans, il en avait assez de faire ce qu'il appelait des chansonnettes. Excusez-moi, mais c'était quand même des tubes gigantesques. Il vendait des dizaines, des centaines de milliers de disques, via lui, via Starmania, via autre chose. C'était énorme. Mais il en avait assez, il voulait faire uniquement des spectacles. Donc il avait fait déjà donc Starmania et puis aussi La Légende de Jimmy, une comédie musicale sur James Dean. Mais il voulait adapter ces œuvres-là déjà aux États-Unis, à Broadway. Ça avait été traduit sous le nom de Tycoon, Starmania. Et donc il voulait faire des œuvres. Voilà. Dans sa propre vie, comme j'ai dit, il voulait de l'espace, donc les USA, mais il voulait faire des œuvres. Et Tycoon, donc Starmania, devait être joué, au moment où il est mort, ça devait être joué à Broadway. Et il voulait faire d'autres choses. Et un jour, il m'a dit,
Écoute, Grégoire, moi j'ai 40 ans, il faut que je m'ouvre à d'autres choses. Je deviens un vieux chanteur. Et il me dit, et toi tu deviens un vieux attaché de presse. Alors je lui dis, d'abord, je suis plus jeune que toi, de plusieurs années, et ça va pas du tout. Et rassurez-moi, vous ne vous êtes pas fâché. Ah, jamais. Non, 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 jamais. On fait une pause, Grégoire Collard. Vous connaissez la maison, et puis on reprend notre petit bavardage. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. On a fait 12 minutes là? Ça passe vite, hein? On a fait 14. 14 minutes. Pardon. Raphaël est con. Le fils de Michel Berger, ça s'appelait Raphaël. Ah oui, Et c'est moi qui ai trouvé le prénom, je n'ai pas écrit ça. Ouais. Ah, bah tiens, Michel et France se disputaient parce que, genre n'importe quoi, Barnabé, Léopold, enfin, tu vois, des choses comme ça. Il me dit, et toi, quel est ton prénom préféré? Il se trouve que moi j'étais marié, mais j'étais aussi amoureux d'un garçon. Je parle pas de Raphaël qui est en studio. Hein. Et donc, j'ai un prénom que j'adore en ce moment, c'est Raphaël. Raphaël. Ouais, c'est très joli. Il s'appellera Raphaël. Ouais, c'est vrai que c'est super joli, Raphaël. Nous sommes toujours sur Vivre FM au passage des artistes et j'ai invité pour notre plus grand bonheur pour cette balade artistique et musicale Grégoire Collard pour nous parler donc de Michel Berger l'inoubliable, un livre que vous avez coécrit avec Alain Morel. Oui. On va ouvrir une parenthèse parce que l'histoire avec Alain Morel est quand même très particulière, Grégoire. Ben, oui, parce que Alain Morel, c'était un grand reporter au Parisien. Et au départ, quand je l'ai rencontré, j'étais à Antibes avec France et Michel. On voyageait beaucoup ensemble. Et puis, voilà, il y a un garçon dans la rue qui m'aborde au milieu de la foule et qui me dit « Vous êtes Grégoire Collard ?» Je dis « Oui, j'avais fait pratiquement aucune télé à cette époque-là, ni rien. » Et je dis « Oui, oui, parce que, donc, il était archi intimidé. » Et je me dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Surtout que dans le livre, il dit que vous êtes, vous avez un petit air snobinard. Oui, je l'ai peut-être toujours, merci beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est qu'il savait que c'est lui qui était intimidé. Parce que franchement, j'avais aucune raison. La preuve, c'est qu'il me dit, voilà, je n'arrive pas à joindre Michel Berger et France Gall via leur attaché de presse, qui est spécial, qui est détestable, alors je ne vais pas dire son nom, et qui s'occupait que de la presse. Et donc je ne peux pas les joindre et tout ça. Est-ce que vous pourriez organiser quelque chose et tout ça? Je dis, écoutez, moi je peux parler de vous, il n'y a pas de problème, donnez-moi votre numéro. Et puis voilà. Et donc j'ai arrangé ça, et puis il a commencé à faire des articles sur Michel Berger et France Gall, ou l'un ou l'autre ou ensemble, et il a gagné leur confiance parce que France et Michel, par exemple, ne voulaient jamais être photographiés ensemble parce qu'ils ne voulaient pas faire le couple comme dans les opérettes ou enfin, vendre leur image. Ils voulaient être chacun individuellement pris en photo ou interviewé. Mais bon, donc il allait chez eux, France, elle faisait sa tarte au poireau, elle ne faisait pas que ça non plus. Et puis Michel parlait, ou inversement. Mais Michel ne faisait pas la tarte au poireau. Et donc, et ils sont restés en relation pendant toute la carrière de Michel. Jusqu'au dernier moment de Michel Berger. Et ils étaient à Saint-Tropez, Michel et France avaient une maison à Ramatuelle, et Alain Morel leur propose de venir les interviewer. Donc il est invité, tout ça. Et il fait une interview de 14h à 18h, ce qui n'est pas rien, parce qu'il travaillait aussi pour Match, à cette époque-là, Alain Morel, donc le Parisien, Match, il a une radio de Saint-Tropez, enfin plein de choses. Et donc il papote, parce qu'évidemment, Michel aimait bien parler, France aussi, et puis s'entendait bien. Et puis voilà qu'à 18h, Michel dit
Et bon, maintenant, Alain Morel, Taper quelques balles. j'ai un tennis là maintenant, avec des amis, tout ça. Donc on va peut-être se quitter. Ah, bah, ok. Et Alain Morel prend sa voiture de Ramatuelle pour faire Ramatuelle Saint-Tropez. Et là, quand il arrive à Saint-Tropez avec les embouteillages, on lui dit Michel Berger est mort. Oui, bien sûr. C'est avec lui. Et Michel Berger était mort. Et ça, c'était un choc effroyable pour tout le monde, bien entendu, même pour la France entière. Vous, Grégoire Non, moi Collard, j'étais à Lyon, non. Non, j'étais déjà là à Saint-Tropez et tout ça, mais pas à ce moment-là en tout cas. Et puis je savais que le couple s'entendait moins bien. Ouais, traverser une, Et puis une ils zone étaient avec de turbulence, leurs enfants, dont la petite Pauline qui était atteinte de mucoviscidose. Moi je voulais pas être trop intime avec les artistes. Parce que quand même, ça faisait 16 ans qu'on se connaissait, on a voyagé partout dans le monde, dans des tournées, des tas de choses. Moi j'avais ma vie aussi, pardon, excusez-moi. Et donc, moi je l'ai appris, c'est France qui m'a appelé, et le lendemain matin, j'étais à Lyon, et dans la seconde, j'ai quitté mes amis, mes valises, mes machins, je suis rentré à Paris, et je suis allé chez France tout de suite, et c'était effroyable, quoi. Les dernières années de Michel Berger étaient teintées d'envie, de changement. Ah oui. Vous le confirmez parce que il vous confiait que déjà musicalement, bon, il n'avait plus envie de faire des chansonnettes, hein, comme il le disait. Il avait envie d'espace. Et puis même dans ses amours, il avait déjà un pied dehors. Alors ça fait 3 thèmes là. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, bon déjà oui, il avait envie de faire autre chose que des petites chansons, donc des œuvres, parce que c'est vrai que des chansons, ça prend quand même du temps, pas comme comédie musicale, mais quand même. Mais c'est un véritable investissement, et ça aboutit ou ça n'aboutit pas. Tandis qu'évidemment, une comédie musicale, ça peut voyager dans le monde entier, comme Starmania, ça a été le cas. C'est passé, il est allé en Chine avec Starmania, il est allé en Russie, il est allé, et puis ça continuait après son décès, mais ça c'est autre chose. Et puis en plus de ça, France Gall, pour s'occuper de leurs enfants, et notamment de Pauline, qui était donc malade, elle avait décidé d'arrêter de chanter en 1990, par là. Et ça, pour Michel, c'était pas possible. Surtout qu'elle a dit d'un ton comme ça. Elle avait chanté à Bercy, je crois. Et puis le dernier soir, elle a fait ses adieux au public. Michel n'était pas au courant. Et puis elle lui dit, bon, ah oui, j'arrête de chanter, c'est bon comme ça. J'arrête demain. Comme elle aurait dit, je vais chez le coiffeur demain. Mais c'était sa muse principale. Il avait tout donné à France au niveau de l'inspiration, même s'il faisait aussi des compositions pour d'autres. Et c'était impossible. Et elle voulait arrêter de devenir antiquaire, devenir productrice de musique, ce qu'elle a fait d'ailleurs. C'était le cas découvert Calogero et ses frères. Et donc, mais quand même, donc France n'était plus à ses côtés, à côté de son piano, à côté de son oreille, et ça c'était impossible à supporter. Il s'est encore senti abandonné ? Il s'est senti abandonné, donc de toute façon il adorait les blondes, déjà les regarder. Ça, c'était sûr. Il disait, t'as vu la blonde et tout ça. Alors je disais, laquelle ? Celle-là, oh, elle est moche. Non, mais enfin, tu plaisantes, Grégoire. Enfin, elle est géniale et tout ça. Tu veux pas lui demander son téléphone ? Je dis, non, je ne suis pas payé pour ça. Bah, tu veux de l'argent ? Non, je veux pas d'argent. Je ne ferai pas. Prometteur non plus. En tout cas, c'est pas mon métier. Et puis France, je peux pas faire ça vis-à-vis de France et tout ça. Et donc, il me disait, ah, t'es nul, oh, t'es nul. Alors, quelquefois, j'allais quand même parler à la jeune comédienne. Et je disais, on peut avoir votre téléphone ? Elle me disait, ah non, c'est en travaux chez moi, il n'y a pas de téléphone. Et je racontais ça à Michel, il me disait, quand je te dis que t'es nul, ça fait combien de comédiennes ou de chanteuses qui sont en travaux en ce moment ? Il y en a des connues dans cette histoire ou pas ? Des blondes connues ? En tout cas, à la fin de sa vie. Oui. Enfin, connue. Une femme mannequin, une jeune femme mannequin, Béatrice Grimm, on peut en parler puisque c'est dans les livres maintenant. Moi, j'en avais pas trop parlé jusque-là, et puis bon.
Maintenant, c'est un peu, tout le monde le sait. Et donc, Les prescriptions. elle était donc mannequin, mais elle chantait très bien. Donc, il a fait des essais avec elle. Et ce sont des amis qui les avaient présentés comme ça. Et puis, donc, ils se sont retrouvés en studio. Et puis voilà. Il est tombé amoureux, elle folle aussi. Il lui a écrit un album qui a été enregistré avec les musiciens de Michel en partie. Mais après, elle n'a pas voulu le sortir. Et c'est clair qu'il allait faire sa vie avec elle. Alors, je raconte pas trop de choses parce que pour le public, c'est vrai que France Gall et Michel Berger sont très liés. Mais l'amour, c'est ça aussi. Il y a un moment où ça s'émousse éventuellement. Et puis, Michel avait besoin de s'évader aussi, même s'il était présent, par rapport justement à sa fille malade, et puis par rapport à la volonté de France de faire autre chose. Grégoire Collard, Oui. si on devait retenir un souvenir avec Michel Berger, un seul, parce qu'il n'y a pas de place, on n'en met qu'un seul, ce serait lequel? Ça, c'est très difficile. J'ai combien de temps pour réfléchir? 3 heures? Au moins, celui qui vous vient là, tout de suite à l'esprit. Ce qui m'amusait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il ne savait pas s'habiller. Et donc, il riait avec moi, France aussi, parce que moi, je m'achetais des vêtements, évidemment. Et quand on est, par exemple, à Saint-Tropez, il y avait un magasin où il n'y avait que des t-shirts rouges, jaunes, verts, flamboyants et tout ça. Et moi, j'en m'en achetais. Et Michel me disait, mais comment tu peux mettre ça et tout ça? Et puis, alors j'essayais. Quelquefois, je lui achetais quelque chose, dont d'ailleurs une chemise où il n'y a que des portées musicales, qui a fait la couverture de son album Voyou Voyou. Oui. Mais quand il a vu arriver ça, il m'a dit, mais c'est quoi cette chemise horrible avec des portées musicales? Donc il a porté un tout petit peu, puis après, c'est France qui la lui a piqué. En tout cas, et la première fois, il a chanté sur scène, au Théâtre des Champs-Élysées. On m'avait rien dit. Et moi, je craignais le pire. Il disait, s'il vient avec un vieux pantalon en velours marron, violet et tout ça, bon. Enfin, il pouvait s'habiller un peu mieux, mais pas star, ça c'est clair. Et donc, moi, je m'occupais dans la salle de recevoir les invités célèbres et machin, tout ça, les journalistes. Et puis, le spectacle commence. Et il déboule dans un costume rouge vif. Et donc, à la fin du spectacle, il m'attendait. Alors, je me dis, alors, Comment me je trouves-tu? dis, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je lui dis, bah, il n'y aurait pas eu de surprise. Et il a commencé pour la télévision, pour des photos ou autres, à accepter que France le coiffe avec un peigne africain à 3 dents, là, comme ça, pour lui faire une espèce de boule. Et parce que pour lui, un homme ne pouvait pas être beau. Alors donc, ça ne servait à rien de s'habiller bien et tout ça. Il m'a jamais dit, jamais. Oh, dis donc, ce garçon ou cet homme, qu'est-ce qu'il est beau. Aucun acteur, personne. Bon, jamais. Donc, lui-même, il ne pouvait pas être beau. Il n'y croyait pas. Alors, évidemment, après, c'était écrit dans la presse et tout ça. Donc, il regardait quand même une photo, il me disait, ouais, ça va, à peu près. C'est curieux quand même, non? Ouais, c'est faux. Bah, peut-être qu'il avait d'autres priorités. Et ça prouve bien que quand même, on était très liés. Ouais. Parce que lui, il se moquait de moi, il me critiquait, évidemment. Ça, il ratait pas l'affaire. Et moi, je ne le lâchais pas non plus. Bon, en tout cas, c'était une relation professionnelle et amicale. Ah, très amicale, oui. Grégoire Collard, pour finir, parce qu'il nous reste encore peut-être 2 petites minutes, à part Michel Berger, vous vous êtes Oui. occupé d'une Oui. multitude Oui. d'artistes de renom. Lequel est le plus épouvantable? En tout cas, celui Ah, qui est mauvais le plus, caractère, oui, vous voulez dire? voilà, le plus difficile à gérer. Il y en a plusieurs quand même. Le plus connu. Non, le plus connu, je vais dire Renaud Hanson, Ouais. qui n'est pas le plus connu, mais qui a joué dans Starmania, Ouais. parce que c'est un garçon, merveilleuse voix. Il a pris la suite de Daniel Balavoine. Michel trouvait que c'était un des meilleurs chanteurs, une des plus belles voix de France. Mais il a un sale caractère, mais ça je peux le dire parce qu'il sait que je le dis. On ne sait pas pourquoi, il a un sale caractère. Voilà. Donc il arrive et il est désagréable. En fait, il est timide. Donc il arrive, pour s'imposer, il est désagréable. Donc il va dire Medjazia,
Vous faites de la radio, vous y connaissez. C'est la première fois que vous faites de la radio. Ça met une ambiance quand même. Oui, ça pose le décor. Puis après, il se détend. Puis après, quand il s'en va, il dit je reviens quand vous voulez. On va réfléchir 5 minutes quand même. Je vais te prendre C'est le dommage temps. parce qu'il a une voix. Ah bah si, j'ai une anecdote. C'est qu'évidemment, Renaud Hansen, je le connaissais puisqu'il avait été dans Starmania. Et quand j'ai fait des livres sur France Gall et Michel Berger, puisque là c'est une réédition complétée, je lui envoie le livre sur Michel, bien entendu. Et puis un jour, il m'appelle et me dit « Oh, dis donc, quelle nuit j'ai passée !» « Ah bon, pourquoi ?» Il n'avait pas l'habitude de me raconter sa vie privée. Ben, j'arrivais pas à dormir. J'ai dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour dormir ?» Ah, je sais, je vais prendre le livre de Grégoire Collard et ça va m'endormir et tout ça. Il dit « Je l'ai commencé, et ben j'ai pas pu m'arrêter et je l'ai fini à 10h du matin, donc j'ai pas dormi. Franchement, c'est pas bien. » Mais c'était un compliment. Et finalement, c'était un compliment. Venant de lui. Non mais, avouez, c'est quand même spécial de parler comme ça. Grégoire Collard, merci beaucoup. Oh ben non, d'avoir moi je été, reste. Vous notre avez autre chose à invité. faire, moi je reste, je suis avec les techniciens, ils sont sympas, ils sourient. Il va falloir revenir à Grégoire Collard parce que à ce moment-là, on peut vous réinviter et on parlera de France Gall parce qu'il y a encore plein de choses. Vous avez en plus écrit un livre sur France Gall. Alors je vous propose de revenir pour Starmania, Oui, parce qui que revient. ça revient, elle revient le 9 novembre. Mhm. C'est produit par, je fais vite, Bien sûr. par Raphaël Amburger, le fils de Michel Berger France Gall, et par le dernier compagnon de France Gall, Brooke DeWitt, et avec un chorégraphe extraordinaire, avec un metteur en scène extraordinaire. Mais moi, j'ai assisté à tout pour le premier Starmania, c'est-à-dire la recherche des idées, les disputes entre France Gall et Michel Berger par rapport au premier thème, et aux répétitions, à l'écriture, en France, au Québec, avec Luc Plamondon, aux répétitions, où ça s'est très mal passé. C'était la haine entre tous les chanteurs, les équipes. La haine. Et ça vous amuserait que je vous raconte tout ça. Avec plaisir, Grégoire Collard. En tout cas, on sera ravis de vous recevoir une prochaine fois. Est-ce que vous avez des dates pour Starmania? Oui. Alors à Paris, ça commence le Alors, 9 novembre. À quelle Ah bah la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Et à partir du mois de février, dans toute la France. Formidable. Eh ben, D'autres détails? alors, vous revenez quand vous voulez pour en parler. Merci, Grégoire Collard. Avec plaisir. Ha ha ha.